que ça marche? Oui, ça fonctionne. Le robot il marche? Parfait. Quand vous voulez. Parfait. Donc, merci. Bonjour. D'abord, merci de nous recevoir ici aujourd'hui. Mon équipe et moi-même sommes très fiers que vous nous ayez embauchés à titre de consultant CPA dans votre entreprise pour vous aider justement à monter vos états financiers et également pour vous proposer différents services connexes pour vous aider dans la réalisation de vos projets futurs. Donc, un plan de la présentation aujourd'hui, un peu comme je viens de dire, les différents sujets qui vont être abordés aujourd'hui, les problèmes comptables pour vos états financiers, des types de services. Donc, pour conclure, suivi d'une courte période de questions. Si on continue par un bref état de la situation, afin de ressortir des points et les informations qui ont été pertinentes pour nous, afin de régler les problèmes comptables, mais aussi afin de vous offrir une meilleure offre de service possible. Donc, si on commence, le client, notre client, c'est qui? C'est Compost Agréable. Monsieur Mascotte, c'est un entrepreneur qui est passionné. C'est un entrepreneur qui œuvre dans le secteur de la construction des bacs de compost, mais qui offre non seulement des produits, mais aussi des services. Donc, ça, c'est quelque chose d'important à considérer tout au long de la présentation. Monsieur Mascotte, où il s'en va? Il veut aller chercher un prêt. Donc, ça, c'est très important aussi à retenir. Puis, comment il veut faire? Il veut faire appel à des consultants comme nous, afin qu'on lui offre les meilleurs services possibles, justement, pour aller chercher son prêt et réaliser le beau projet qu'il a en tête. Si on aborde un petit peu plus les éléments comptables, donc présentement, M. Mascotte est en IFRS et sa fin d'année est un 31 janvier. Donc, on vient de voir une vraie présentation de l'entreprise. Maintenant, 100% cette vague-là, on va y aller par les problèmes comptables, désolé. Donc, on va commencer au niveau des stocks. Donc, premièrement, est-ce qu'il faut capitaliser les coûts de la colle, des clous et des divers matériaux dans le coût des stocks? On va aller voir ce que la norme IAS 2 nous dit. Donc, on doit seulement inclure les coûts incorporables dans le coût des stocks. Coûts incorporables qui permettent d'amener le stock dans l'endroit et dans l'état dans lequel il se trouve actuellement. Donc, l'application qu'on va faire, donc ces matériaux-là, la colle, les clous, sont nécessaires pour amener ce stock-là à l'endroit et dans l'état dans lequel il se trouve. Donc, on va venir le capitaliser. Donc, à la fin de l'année, il restait 8 000 de stock, pardon. Le reste était utilisé, donc on va venir le soustraire du coût des ventes, puis l'encaisse va être diminuée exactement comme... L'encaisse va être diminuée et le 8 000 des stocks à la fin qui reste va rester dans les états financiers. Par la suite, au niveau des stocks, encore une fois. Donc, les planches de bois qui composent les matériaux sont de 5 $ le mètre. Par contre, sur le marché, présentement, ils sont à 4,50 $. Elles ont un rabais sur le marché. Donc, ce que la norme nous dit, c'est qu'il faut évaluer les stocks de produits finis à chaque période. Donc, à chaque période, on va venir réévaluer le produit, savoir s'il va y avoir une dépréciation à la fin de l'année. Donc, l'application. Ici, ce qu'on a fait, c'est que, oui, c'est des matières premières, mais comment on l'a décidé ici? C'est que comme c'est pas des montants fixes de vente, donc c'est vraiment des contrats, on ne peut pas s'établir sur un prix de vente fixe. Donc, on a décidé d'y aller selon les stocks de produits finis pour la comptabilisation, étant donné que c'est sur la facture. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on a une DNR de 5,75 et la juste valeur de 6. Donc, si on fait la différence entre les deux, c'est de 0,25 sous. Donc, sur les 3 400 stocks qui restent, alors on va faire la dépréciation sur ces stocks. Donc, ici, on poursuit avec les immobilisations corporelles. Donc, actuellement, M. Mascotte a fait l'apport d'une scie dans son entreprise qui avait une juste valeur. Par contre, il a échangé cette scie-là contre sans action. Donc, c'est important, ce que la norme nous dit, IAS 16, c'est qu'il faut comptabiliser au prix équivalent comptant. Donc, évidemment, pas se fier à la juste valeur. Également, ce que la norme nous dit, c'est qu'on peut faire des regroupements lorsqu'il s'agit, par exemple, d'outillages qui ont des faibles valeurs pour venir capitaliser le montant. Par contre, dans notre cas, les deux scies totalisaient un montant qui était non significatif, donc on va le passer à la dépense. Et également, étant donné qu'on a un prix de 100 $, on va venir comptabiliser l'outillage en diminution d'une souscription d'actions pour M. Mascotte dans l'entreprise et en diminution d'encaisse également. Également, l'entreprise a encaissé 4 800 $ de produits pour des services qui vont être rendus pendant 3 ans. Donc, ce que la norme nous dit, c'est que pour avoir des produits, il faut qu'il y ait un contrat, donc ce qui est le cas actuellement. Également, il faut pouvoir identifier les droits des deux parties, donc de l'acheteur et du vendeur. Il faut identifier les conditions de paiement qui sont prévues. Donc, actuellement, il y a eu un encaissement des montants. Qu'il y ait une substance commerciale et qu'il soit probable que l'entité va recouvrir la partie de la contrepartie, ce qui est le cas étant donné que l'entreprise a encaissé le montant. Donc, l'application, il va falloir comptabiliser en produit dans l'exercice courant un montant et comptabiliser les 2 années subséquentes à titre de produit perçu d'avance. Donc, si on continue par un autre problème comptable qui a quand même beaucoup d'importance dans les états financiers de M. Mascotte, c'est les immobilisations corporelles. Présentement, M. Mascotte a acquis un terrain et un bâtiment.
Donc, nous, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? C'est qu'on va vouloir regarder la norme IAS 16 qui se rapporte justement aux immobilisations corporelles pour comptabiliser le prix de l'immobilisation. Donc, il faut se rappeler ici que le prix du terrain et du bâtiment étaient un prix qui était ensemble. Donc, on va vouloir venir répartir le prix du bâtiment et répartir également le prix du terrain sous deux composantes séparées. Donc, ce que la norme nous dit, c'est qu'il faut comptabiliser le coût d'immobilisation au coût équivalent à la date de comptabilisation. Donc, ici, il ne faut pas comptabiliser la valeur du terrain et aussi la valeur du bâtiment à la juste valeur marchande qui était ici l'évaluation qui est faite par rapport aux taxes. Donc ici, on va vouloir utiliser le prix qu'on a payé, donc le prix de 250 000 pardon, et on va utiliser l'évaluation municipale pour ce faire. Donc on va utiliser l'évaluation municipale pour séparer le terrain et le bâtiment en une bonne séparation. Par contre, on va utiliser le prix qu'on a réellement payé, étant le 250 000 Il ne faut pas oublier que selon les normes IFRS, il faut prendre un amortissement. Par contre, ici, l'année était seulement de 9 mois et non de 1 an, donc c'est un élément très important à considérer, ce qui nous fait un montant d'amortissement de 9 000 Si on continue, une autre problématique qui a été soulevée par rapport aux immobilisations corporelles, c'est qu'il y a plusieurs montants qui ont été dépensés après avoir acquis le terrain et le bâtiment. Donc, nous, ce qu'on doit se demander, c'est est-ce que c'est un entretien courant ou est-ce qu'il faut capitaliser ces montants-là et que ça améliore les immobilisations? Pour ce faire, on doit considérer 3 critères. Donc, le premier, est-ce que c'est un élément de nouveauté? Donc, est-ce que ça améliore la qualité de nos extrants? Est-ce que ça fait en sorte qu'on est plus productif? Est-ce que sinon, ça fait en sorte que la valeur de l'immobilisation augmente? Le deuxième critère, est-ce que nos entrées de fonds futures augmentent? Donc, est-ce qu'on va faire plus de produits? Sinon, le troisième critère, c'est est-ce que nos sorties de fonds vont diminuer? Donc, est-ce qu'on va avoir moins de charges? Donc, c'est vraiment les 3 éléments qu'on va considérer par rapport à toutes les dépenses qui ont été faites après l'acquisition de l'immobilisation. Donc, si on commence avec la toiture. La toiture, c'est un élément, en fait, qu'on avait déjà. On avait déjà une toiture. On a décidé d'en acquérir une nouvelle pour cause esthétique. On voulait justement se fondre dans le voisinage. Vraiment, c'est vraiment des questions de maintien et non d'amélioration. Donc, pour ce faire, on doit absolument les passer à la charge et on ne peut pas les capitaliser. Si on continue par l'aménagement paysager, un petit peu encore comme la toiture, c'est vraiment une question esthétique. On veut ici vraiment bien présenter notre immobilisation corporelle, puis ça n'améliore pas en aucun cas, on va faire plus de produits, on va diminuer nos charges, ou même on va avoir une meilleure valeur. Ça va changer une hypothèse de départ. Si on prend par exemple les éléments à capitaliser, si on prend le premier, donc le matériel de rénovation, ici, il faut se souvenir qu'on a décidé de rénover notre bâtiment parce que c'était nécessaire pour l'utiliser à ce moment-là. Donc, puisque ça change nos hypothèses de départ, il va falloir le capitaliser absolument au bâtiment. Si on continue pour les fenêtres, donc le montant de 50 000 on doit se souvenir encore là que ça va faire en sorte qu'on va être mieux isolé. Le fait qu'on est mieux isolé va venir diminuer nos charges pour le chauffage, donc de ce fait même, il faut capitaliser le montant. Si on continue pour l'entrée du terrain asphalté. L'entrée du terrain asphalté va faire en sorte qu'on va augmenter la valeur de notre immobilisation. Donc, un bâtiment qui va se vendre avec un asphalte versus un bâtiment qui va se vendre sans asphalte va avoir vraiment des montants qui vont être différents. Donc, pour ce fait, il va falloir capitaliser le montant. Et notre dernier montant, qui est le bac de compost, encore là, c'est un élément qui est à capitaliser parce que ça va faire en sorte qu'on va pouvoir charger les bacs en une seule fois au lieu de le faire en plusieurs fois. Donc ça améliore justement, ça va diminuer nos charges, on va être plus productif. Donc c'est pour cette raison-là qu'il va falloir le capitaliser. Justement, par rapport à ça, on a mis justement les montants d'amortissement par rapport aux éléments qu'on avait capitalisés versus les éléments qu'on n'avait pas capitalisés. Encore un autre problème comptable par rapport aux immobilisations corporelles. Qu'est-ce qui était en question par rapport au IFRS? C'est qu'on avait plusieurs composantes qui avaient quand même des gros montants. La question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il faut comptabiliser ces éléments de fonds séparés ou on peut tous les mettre dans le bâtiment? Donc, pour ce faire, la norme nous dit que pour comptabiliser les éléments séparément, il faut qu'il y ait une valeur significative. Mais aussi, on peut aussi considérer la durée d'utilité et le mode d'amortissement. Donc, c'est 3 éléments qu'on va considérer par rapport à nos évaluations. Donc, si on considère, premièrement, les fenêtres. On parle de 50 000 sur 250 000 Donc, c'est vraiment un très gros montant. Puis aussi, l'amortissement diffère de l'amortissement du bâtiment. Donc, pour cette raison-là, on va vouloir le comptabiliser séparément aux états financiers. L'entrée du terrain, si on compare le 15 000 à justement la valeur du terrain, qui est environ de 40 000 donc c'est quand même une valeur assez importante. Donc, pour cette raison-là, on va vouloir le capitaliser de manière différente, puis aussi l'amortissement différé. Par exemple, si on passe au matériel de rénovation qui fait
qui est en fait part entière du bâtiment. Puis c'est très difficile de le séparer, puis aussi c'est un faible montant, puis en plus que la durée d'utilité est très similaire justement au bâtiment. On va vouloir garder le montant de 30 000 au bâtiment et non le séparer. L'apport de garage, on parle encore là de seulement 5 000 donc un montant très faible, c'est pour ça qu'on va vouloir le garder au bâtiment. Et les bacs de compost aussi, c'est part entière du bâtiment, un faible montant, puis une durée d'amortissement très similaire justement au bâtiment. On va décider de le garder au bâtiment. Donc, si on poursuit avec les produits, donc actuellement dans l'entreprise, il n'y a aucune aucune vente qui est comptabilisée étant donné que c'est des produits qui sont en consignation chez un client. Donc, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il y a un produit qui devrait être comptabilisé? Donc, ce que la norme nous dit, c'est qu'on ne doit pas comptabiliser un produit lorsque ce sont des ventes qui sont détenues en consignation chez le client. Donc, l'application, il va falloir venir, actuellement, il y a une provision qui est comptabilisée de 20 %, donc de 8 $, qui est comptabilisée, qu'on ne doit pas venir comptabiliser, donc on doit venir comptabiliser en produits perçus d'avance, étant donné qu'on a statué qu'on ne comptabilisait pas les ventes qui sont en consignation chez le client. Donc, on va venir réduire, on va venir augmenter l'encaisse de 8 $ et réduire les produits perçus d'avance de 8 $ à chaque fois qu'on va vendre un stock en consignation. Au niveau d'emprunt bancaire, l'entreprise en a contracté un au courant de l'année, un prêt de 350 000 $ qu'on va venir encaisser. Par la suite, à la fin de l'année, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir diminuer le capital qui a été grugé, comme je peux dire, pendant l'année. Là, on va venir capitaliser on va venir passer les intérêts cumulés durant l'année en charge. Et c'est ce qui va se répéter pour les 10 prochaines années, le temps que le contrat se termine dans 10 ans. Au niveau de l'application, comme c'est payable à chaque 10 du mois, donc les 20 derniers jours de l'année financière, on n'a pas pu le comptabiliser. Par contre, on va venir passer les intérêts qui ont été grugés durant la fin d'année, donc les 20 jours sur 30 qui ont été passés durant le mois de décembre. Donc, on va venir passer les intérêts pour les intérêts à payer. Donc, on a fait ici le tableau pour les 10 prochaines années au niveau des intérêts qui vont varier et le capital également. Ensuite, il y a des régularisations à faire à la fin de l'année au niveau des salaires et de l'assurance. Si on commence au niveau des salaires, donc la période de paie est du 27 janvier au 2 février, qui, rappelons-le, la fin d'année est le 31 janvier. Donc, comme c'est fait pour l'année suivante, on va venir les capitaliser en salaire à payer au cours de l'année qui va suivre, donc l'année qui commence le 1er février, excusez-moi. Au niveau de l'assurance vie, donc on l'a payé en 2 ans, en juillet 2019. Donc à ce moment-là, on va venir comptabiliser ce qui a été utilisé en 2019. Et pour le reste, ça va donner des assurances payées d'avance. Donc on va venir qu'on va venir passer dans nos actifs afin de pouvoir vu qu'on est payé. Si on continue par les types de services qu'on peut offrir à M. Marcotte. Présentement, on a traité de beaucoup de problèmes comptables et on aimerait vraiment donner l'information au type de service qu'on peut offrir à M. Mascotte. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'on pourrait offrir à M. Mascotte pour qu'il puisse aller chercher son emprunt bancaire afin de réaliser son merveilleux projet? Donc, premièrement, qu'est-ce qu'on pourrait lui offrir? C'est une mission d'examen afin d'augmenter l'assurance. Oui, on sait que la banque nous a dit malheureusement, en fait, qu'elle n'avait pas besoin d'une certaine assurance pour lui donner un prêt. Par contre, c'est certainement quelque chose qui peut rendre le prêt, acquérir le prêt de manière plus facile. Donc, c'est vraiment quelque chose qui pourrait être intéressant. Un autre élément super intéressant, ce serait d'offrir à M. Mascotte des projections financières. Donc, le fait que la banque voit que M. Mascotte a de bons résultats dans les prochaines années, a un bon bénéfice dans les prochaines années, elle va diminuer son risque, et ça va être plus facile pour M. Mascotte d'aller chercher son prêt auprès des institutions financières. Donc, nous, on peut lui offrir d'aller justement créer ces projections financières-là avec ses propres hypothèses. Et de ce fait même, on va utiliser ces hypothèses pour justement créer qu'est-ce qui va avoir lieu dans les 5 prochaines années et remettre ça à la banque. De cette manière-là, la banque va avoir une certaine assurance de ce qu'elle reçoit et ça va rendre le prêt, ça va faire en sorte que le prêt va être accepté de manière plus facile. Sinon, quelque chose qui pourrait être super intéressant, c'est que M. Mascotte, il est certain d'aller chercher un emprunt bancaire. Par contre, il y a souvent d'autres éléments de financement qui peuvent être allés rechercher. Peut-être que M. Mascotte pourrait aller chercher une subvention qui a ici un coût de 0, ou peut-être on pourrait aller chercher d'autres types de financements qui ont un moins gros coût de financement. Donc ça, c'est tous des éléments que nous, en tant que comptable, on peut l'aider. Donc, ces 3 éléments-là, ça va faire en sorte qu'on va apporter une plus-value au service qu'on offre à M. Mascotte, puis que ça va être plus facile pour lui d'aller chercher son financement. Et pour lui, qu'est-ce qui est plus important, c'est de réaliser son projet, puis on va être là pour l'aider dans tout ça.
Donc, pour terminer, on a traité de beaucoup de problèmes comptables, mais il y a certains problèmes comptables qu'on aimerait traiter avec M. Mascotte. Il nous manque malheureusement des informations pour traiter de ces problèmes comptables-là, et c'est pour ça qu'on aimerait le rencontrer au cours d'une autre rencontre, lui poser certaines questions. Puis aussi, on a traité d'un type de service qu'on peut offrir à M. Mascotte, justement, comme j'ai dit, pour l'aider dans l'acheminement de son projet. Donc, on vous remercie beaucoup de votre écoute, puis on va être maintenant prêt à répondre à vos questions. Pour l'amortissement de la bâtisse, vous avez comme aussi deux périodes d'amortissement différentes par rapport aux fenêtres plutôt que la bâtisse. C'est une raison pour laquelle vous avez travaillé comme ça? Vous n'avez pas utilisé plutôt une période d'amortissement des fenêtres qui est la même que la bâtisse? Oui, en fait, c'est parce que, puisqu'on a séparé par composante, la bâtisse était seulement 15 ans, tandis que les fenêtres étaient de 25 ans. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on l'a amorti de façon séparée. C'est vraiment parce qu'on a séparé les composantes et qu'à ce moment-là, il y avait toutes des périodes d'amortissement qui étaient différentes. Puis c'est pour ça qu'on c'est juste pour donner une meilleure image de la situation financière. J'aimerais ça vous entendre un petit peu sur les autres problèmes comptables, justement, dont il manquait des informations pour lesquelles... C'est la raison pour laquelle vous ne les avez pas intégrées dans votre présentation, là, entre autres notamment sur la fabrication des bacs à compost. Là, on sait qu'on a déjà 132 bacs qui sont terminés de fabriquer, mais il y avait des bacs qui étaient en cours de fabrication. Qu'est-ce qu'on devrait faire à ce moment-là au niveau comptable pour rapporter ces activités-là? Pour commencer, il y a des ventes, effectivement, qu'on n'a pas eu le temps de traiter. Donc, premièrement, si je commence avec les pots de verre que son ami vend, en fait, on aurait dû venir comptabiliser le 2 $ qui revenait à nous-mêmes, à M. Mascotte, en fait, dans nos ventes à nous, et remettre le reste ensuite à son ami Pierre, qui ça lui appartient. Donc, c'est un petit peu consignation, on voit ça chez nous, mais ça ne nous appartient pas. Sinon, pouvez-vous répéter la fin de votre question? Oui, concernant la fabrication des bacs à compost pour un client, il y avait des bacs qui étaient en cours de fabrication. Il y avait 132 bacs qui avaient déjà été vendus complètement, mais il y en avait d'autres qui étaient en cours de fabrication. Donc, est-ce qu'à ce moment-là, il y a des traitements qu'on peut appliquer en particulier par rapport à ces projets-là qui sont en cours, finalement? Si vous faites allusion au contrat qui dit que 50% doit être encaissé au moment du contrat, ok, parfait. Donc 50% doit être encaissé au moment du contrat et le reste 50% ultérieurement. Donc effectivement, on viendrait comptabiliser le 50% qui doit être pris en compte durant la période. Le reste 50%, à ce moment-là, ça va être dépendamment à quel moment et quelle période de contrat. C'est longtemps encaissé? Le premier 50%. OK. Oui? C'est bon, merci. Moi, j'aurais aimé ça savoir, vous me recommandez une mission d'examen. Je voulais savoir, vous me recommandez des méthodes comptables. Est-ce que ça entraînerait une menace à l'indépendance de votre cabinet? Oui, merci pour la question. En fait, puisqu'on est quand même un grand cabinet comptable, c'est possible justement de faire peut-être un processus de sélection pour rechercher des candidats qui ne sont pas justement engagés présentement dans les états financiers. Donc, on pourrait vraiment séparer les deux. Puisqu'on est un grand cabinet, ça va être possible de le faire, de justement rechercher des candidats qui ne sont pas du tout impliqués dans l'état financier, puis justement de prendre des candidats très indépendants. On n'a pas abordé aussi plus le volet fiscal. Avez-vous de mes questionnements, avez-vous des différences qu'on peut observer dans les activités comptables que vous nous avez rapportées par rapport à ce qu'il faut faire au niveau fiscal? Ce qui me vient rapidement, c'est qu'il y a des dépenses qui sont non déductibles. Entre autres, on a parlé de la régularisation sur l'assurance vie. Donc, l'assurance vie, c'est non déductible au fiscal. Également, ça n'a pas été traité dans la présentation, mais les frais de repas, c'est déductible à 50 %. Les frais de représentation également. Sinon, il y a des kilomètres raisonnables à respecter. Par exemple, si vous faites des déplacements si M. Mascotte fait des déplacements avec sa voiture, donc c'est 58 sous pour les 50 000 premiers kilomètres et ensuite 52 pour les suivants. Il y a également, je sais qu'il n'y a pas de dividende qui est versé dans l'entreprise, mais il y a des traitements fiscaux appropriés si jamais ça vient dans l'entreprise. Vous venez de parler de dividendes. Moi, dans le fond, je me verse pas de salaire présentement. Je suis en dessous. Est-ce que je devrais verser un salaire ou je suis justement de prendre des dividendes en ce moment? C'est quoi les pour et les contre de chacune des deux? En fait, vous pourriez vous verser des dividendes, mais évidemment, il faut connaître la situation d'entreprise. Donc, si vous êtes en perte et vous versez des dividendes,
ça n'avait pas aidé l'entreprise. Mais si vous faites des bénéfices, à ce moment-là, vous pourriez vous verser des dividendes, il n'y aurait aucun problème. Ça, tu mets des dividendes ou un salaire? Je veux dire, en fait, je peux prendre des avances des dividendes ou des dividendes. Mettons que je fais des propos. Il reste 30 secondes. OK. Parce que si mettons, je fais de l'argent, je peux prendre des dividendes ou un salaire. Dans le fond, si je peux me permettre, dans le cas d'un salaire, évidemment, si le revenu est élevé, les salaires étant une dépense, ça va venir diminuer votre bénéfice, vous allez payer moins d'impôts. Donc, j'imagine qu'on pourrait regarder avec vous si le but, c'est de présenter un meilleur bénéfice, payer moins d'impôts, ce serait à discuter dans une rencontre ultérieure. Exactement, il y a plusieurs facteurs à prendre. Merci. Merci.